Merci d'être ici dans cette salle et devant vos ordinateurs. Je suis ravie qu'on puisse faire cette méthode semi-présentielle pour vous parler de confort d'été et végétation. Alors, cette conférence a été montée ensemble avec Jean-Baptiste Compin d'IMAE et Catherine Linder de Linder Paysage. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est Envirbat Grand Est pour ceux qui ne connaissent pas, parce que cet événement se fait dans le cadre des journées d'architecture, et du coup, il y a quelques-uns entre vous qui ne nous connaissent pas. Alors, Envirbat Grand Est est un centre de ressources pour le bâtiment durable à l'attention des professionnels du bâtiment. Nous sommes un réseau de centres de ressources dans le Grand Est et nous sommes financés par l'ADEME et la région Grand Est et l'INSA, ici à Strasbourg. Et en fait, nos axes majeurs de travail sont l'animation des réseaux professionnels comme aujourd'hui des conférences, la formation et un observatoire de bons projets, bons acteurs intéressants. Et des études. Je te laisse la faire. Donc Jean-Baptiste Compin, co-gérant du bureau d'études IMAE. Donc moi je m'occupe de l'agence de Célestat de notre entreprise qui a deux agences, une à Célestat et une à Mulhouse. On est spécialisé en thermique, fluide et environnement. Alors avec une particularité, c'est que théoriquement on fait plutôt du génie climatique et du fluide. Mais dans nos métiers, on approche beaucoup tout ce qui est bâtiment durable et environnement autour du bâtiment. Et c'est suite à une discussion avec Katharina qu'on s'est dit on va avancer sur le sujet commun avec du paysagisme et de la thermique pour proposer un sujet spécifique qui est un bord de notre activité, mais qui nous intéresse énormément. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, Catherine Linder de l'agence Linder Paysage. Donc en fait, je me présente en formation initiale étant architecte, ayant complété en fait mes compétences par des études à l'école du paysage à Versailles. Donc j'ai démarré mon agence il y a 22 ans et qui donc est basée à Strasbourg, qui comporte un certain nombre de collaborateurs, architectes, paysagistes, urbanistes. Et nous travaillons essentiellement donc sur cette trilogie des trois domaines qui tourne autour de la feuille qui représente le logo de l'agence, avec des projets phares tels que le quartier des Rives du Bory, au sud-ouest de Strasbourg, dont je vous évoquerai un des sujets singuliers tout à l'heure, la place du château et bien d'autres sujets qui ont été réalisés. On arrive sur notre sujet, le confort d'été et la végétation. Et on a un problème d'affichage, super. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Météo France a fait pour Climability une étude météorologique pour 2050 pour l'Alsace. Et en fait, il se trouve que nous, dans la vallée, on va avoir des pics de température de 55 degrés. Aujourd'hui, c'est 42 environ. Et en fait, la problématique des nuits tropicales va augmenter très fortement. Ça veut dire qu'on va avoir du mal à refroidir nos bâtiments la nuit. Du coup, on a fait plusieurs conférences sur la thématique confort d'été et aujourd'hui, on parlera de végétation, l'intérêt. En dehors du fait de confort d'été, la plantation, je le rappelle, c'est un gain les plantations, ça peut être un gain sur la biodiversité, sur la gestion de l'eau, sur la santé, filtration des poussières fines. Ça peut être une protection acoustique, une protection au vent. C'est bien pour le confort visuel. Et bien évidemment, et ça c'est confort d'été, c'est l'évapotranspiration et l'ombre, et on va en parler plusieurs fois après. Et du coup, je laisse la parole à Jean-Baptiste. Alors, je vais vous parler du volet thermique, vraiment du sujet de la végétation et ce qui nous concerne aujourd'hui pour les projets de bâtiments. Et je vais attaquer par un sujet qui n'est pas du tout sur la plante, mais qui est comment nous, en tant que thermiciens, on va intégrer cet apport de performance que peut créer la plantation autour du projet. Alors, pour le thermicien, qu'est-ce que c'est que de la végétation? Ça peut être un masque solaire,
On va avoir différents types. Un revêtement de surface, dans le cas des façades ou des toitures par exemple, une masse, une inertie, on intègre des choses là-dedans plus ou moins bien, et un vecteur d'évapotranspiration, donc de rafraîchissement, avec des choses aussi qui sont plus ou moins bien prises en compte. Aujourd'hui, les besoins qu'on a quand on construit un bâtiment, en fait, c'est des valeurs mathématiques, mais qui doivent être adaptées à des contraintes très locales. Alors, première chose, c'est quel est le microclimat local. On verra tout à l'heure ce sujet-là. Et l'idéal, c'est de créer une ambiance par la végétation qui soit la plus fraîche possible pour que le projet soit ensuite le plus facile à traiter en termes de confort d'été. Ensuite, limiter le rayonnement sur les cheminements extérieurs. On a fait des enregistrements de température sur nos locaux à Mulhouse, donc j'en parle tout à l'heure. Limiter les températures en toiture, parce qu'on a mesuré des températures à plus de 70 degrés sur des toits. Si vous avez des systèmes techniques qui sont là-haut, bah forcément, ils vont vivre de manière bien moins efficace et moins bien durable que s'il fait moins chaud. Créer des masques solaires dont l'effet est variable, parce que en été, on cherche à avoir de la protection solaire, mais en hiver, on cherche à en avoir moins pour créer des apports solaires passifs, pour faire du chauffage passif. Créer des masques à l'ouest, qui est une orientation très compliquée pour nous en termes de thermique, parce qu'en fait, à part du brise-soleil orientable ou de la végétation, on n'a pas beaucoup de solutions techniques. Et puis, protéger, et ça c'est un terme très générique, on va dire de mi-avril à mi-septembre, parce qu'on s'aperçoit que dès mi-avril, on a des problématiques de surchauffe, et notamment, en gros, on arrête le chauffage le lundi, et le mardi, on met en route la clim. Donc en fait, il n'y a plus d'intersaison aujourd'hui en termes de confort dans le bâtiment, on passe tout de suite de l'hiver à l'été. Et la végétation nous permet de passer de l'un à l'autre de manière un peu plus douce. Mais le gros souci, c'est que quand on va livrer un projet, ce bâtiment, on va le livrer avec une date de levée des réserves, et il y a des plantations qui sont ce qu'elles sont. Sauf qu'un arbre, il met une vie à pousser. Donc, comment intégrer cette problématique d'éléments qui va évoluer dans le temps dans un projet qui est figé au moment de la conception et du calcul? Alors ça, c'est une vraie problématique. On peut essayer, par exemple, de faire de la simulation paramétrique avec la taille d'un arbre ou d'une protection qui va être devant le bâtiment au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de 10 ans, et voir ce que ça donne. La problématique, c'est qu'on aimerait tout de suite modéliser un arbre qui fait 20 mètres de haut devant l'immeuble pour éviter de mettre des brises-soleil ou des stores. Ça, aujourd'hui, on a beaucoup de mal. Ou alors, il faut réfléchir à la plantation autrement pour avoir des plantations, on va le voir après, qui évoluent dans le temps, et il n'y a pas juste un arbre. Mais la problématique, c'est que planter un arbre tout de suite, c'est comme planter un arbre au milieu du désert, il ne trouve pas le microcosme dont il a besoin. Notamment avec les problématiques de chantier, où à la fin d'un chantier, le terrain il est quasiment mort. À moins d'avoir fait des mises en protection et des préventions assez importantes avant, en fait, vous vous retrouvez avec un terrain qui est vide de vie, et donc il va falloir réactiver la vie dans ce projet. Et donc si vous décidez de mettre un tilleul en plein milieu du terrain, avec un tronc qui fait 20 cm de diamètre et un arbre qui fait 10 mètres de haut, jamais il prendra, ou alors il sera malade. Alors moi, je vous conseille sur YouTube des vidéos de Hervé Cove, qui est un botaniste, et qui travaille principalement sur le système mycorhizien du sol. Et c'est un conteur, en fait, il aurait pu raconter des histoires sur tous les sujets. Lui, il est spécialisé sur les arbres et sur la vie de la forêt. Et le vieil arbre, c'est une vidéo qui dure, je crois, 35 minutes, où il vous explique pourquoi le vieil arbre est important dans un réseau racinaire, et pourquoi on ne peut pas arriver tout de suite avec le vieil arbre. Et je pense que pour toute personne qui essaye de planter quelque chose dans un terrain, que ce soit des pommes de terre, des tomates ou un arbre, il y a un vrai sujet à apprendre. Et j'ai mis à droite des calques des WG. En fait, la problématique qu'on a aujourd'hui dans les projets, quand ils sont inférieurs à 3 millions d'euros, on va dire peut-être même inférieur à 1 million d'euros, il n'y a pas de paysagiste dans le projet. Et donc la plantation, elle va se limiter à un choix de jolies couleurs et un choix d'arbres, parce que la majeure partie des gens qui travaillent dans les projets n'ont pas le temps de se poser la question de quel arbre va aller dans quel terrain. Et en fait, on plante trop vite et on plante mal, donc on plante des espèces malades. Alors dans la stratégie de conception, en fait, moi je le vois de manière un peu évolutive dans le temps, mais ça veut dire qu'on ne peut pas limiter le projet de plantation à un projet de maîtrise d'œuvre qui va se limiter à 1 année de parfait achèvement. Il faudrait presque que la mission du paysagiste soit décalée dans le temps et qu'elle dure une dizaine d'années. Avec une première étape qui est de planter des grimpantes, parce que les grimpantes se plantent dans des conditions assez difficiles, en avoir des annuels, des durables, des buissons en pied de façade,
et laisser de la végétation libre. Ça va permettre de retravailler le sol et de faire évoluer les choses, pour ensuite mettre des fruitiers, des petits arbres, puis ensuite des grands arbres. Et là, on aura un système qui est équilibré et qui n'est pas malade. Alors la problématique, c'est comment on intègre ça dans le calcul. Pour moi, l'objectif ici, c'est en fait d'avoir sur tout le long de la chaîne, sur les 50 années à venir, de toujours avoir de la végétation devant mes fenêtres, au moment où j'en ai besoin. Alors là, je vous montre des extractions de comment ça fonctionne en termes de logiciel du thermicien, parce qu'en fait, je pense que personne n'a jamais, en dehors de ceux qui font du bureau d'études thermiques, personne n'a jamais ouvert de logiciel pour voir comment c'est modélisé. Alors la fonction albédo, donc le réfléchissement, aujourd'hui on a 3 bibles qui intègrent le gazon, l'herbe sèche, l'herbe humide. Et en fait, mois par mois, on peut saisir un taux d'albédo, et celui-là est variable, et il est à personnaliser ou à créer. Ça, c'est un des scénarios. En interne dans l'équipe, aucun paysagiste n'a su me répondre, je crois pour l'instant, sur quelle valeur je devais mettre. Donc pour l'instant, on utilise des scénarios standards. Il y a un vrai sujet à faire évoluer là-dessus. Avec un point, c'est que l'évapotranspiration du sol, donc l'impact du sol sur la température extérieure par rapport à mon scénario météo, n'est pas modélisé. Donc que vous ayez une mare, du gazon ou du sable, on va modéliser un taux d'albédo qui est réfléchi du soleil sur la façade, mais on ne va pas modéliser de modification de la température de la météo. Ensuite, on intègre des plantes grimpantes. Donc ça, on peut les mettre devant des façades ou devant des vitrages. Et là, on a, je me suis trompé, c'est 2 possibilités. On a le lierre ou la vigne qui sont créés dans la Bible. Et donc là, pareil, on intègre un taux d'opacité ou un taux de transparence, plutôt, du système qu'on va rajouter en façade. Alors la problématique là, c'est comment définir, par exemple, si on fait une structure devant le vitrage, le taux d'opacité de cette structure avec la plante qui va être dessus. Donc là, il y a encore un vrai sujet à développer qui, pour l'instant, n'est pas assez du tout poussé dans les logiciels. Et enfin, on a les arbres. Alors les arbres, eux, sont saisis en fonction d'un diamètre de tronc, d'un diamètre de feuilles. Et ils se transforment, ce qu'on voit à droite, en un masque solaire. Donc le masque solaire qu'on voit à droite correspond à la paroi qui est ici, qui est une paroi que j'ai modélisée effectivement. Pareil, on va pouvoir intégrer sur cet arbre un scénario de végétalisation qui est ici, qui est en fait le scénario qu'on a ici, donc un taux d'opacité ou un taux de masque solaire variable en fonction de la saison. Donc là, on va pouvoir affiner un petit peu en fonction de si c'est un sapin qui a une densité continue ou si c'est un chêne. Et donc l'objectif du logiciel du thermicien, c'est de permettre à l'équipe de conception de pouvoir intégrer différentes hypothèses de végétation, de densité de végétation pour voir l'impact sur la température. Donc là, on a fait un exemple sur une maison individuelle. En rouge, il n'y a pas d'occultation solaire, donc pas de BSO, pas d'occultation, et on a une pièce qui monte en pic là aux alentours de 41 degrés. Et maintenant, si je mets de la végétation, donc une série de câbles pour mettre du lierre, un arbre, peu importe la solution, qui représente 40% de transparence, eh ben, j'arrive à gagner 5 degrés, 6 degrés. Je suis à 35,5. Donc l'objectif du logiciel, ça ne va pas être de dire il faut 1 ou 2 arbres, mais ça va être d'aider le paysagiste et l'architecte à définir quelle est la protection solaire et quelle est sa densité pour arriver à un objectif de température donné. Ensuite, il y a un autre logiciel. Donc, le logiciel précédent, c'était Pléiade plus Comfy, donc c'est le logiciel qu'on utilise quotidiennement. On a mis un autre exemple qui est Design Builder, qui permet d'intégrer également des échanges radiatifs avec les plantes. On n'a pas ce logiciel en interne, j'ai pas pu essayer, donc j'ai pas pu vous sortir de courbe pour en parler plus. Et donc ça veut dire que pour que le projet soit poussé, c'est-à-dire le but de la végétation en façade, la protection solaire, par la végétation, c'est d'éviter de mettre des BSO ou des volets. Parce que sinon, on va multiplier les fonctions, et on n'est pas forcément dans une notion de cohérence. Donc si on veut enlever les systèmes techniques, il faut que le calcul soit poussé sur la partie conception végétale pour avancer. Donc ça veut dire qu'il faut alimenter le thermicien en données. Alors aujourd'hui, on a très peu de choses. Moi, ce que j'identifie ici, c'est un petit mot soufflé à l'INSA, aux enseignants de l'INSA et éventuellement à des écoles en architecture du paysage, c'est de prendre un projet de fin d'études avec un projet qui dure 6 mois, peut-être avec 1 ou 2 élèves, pour travailler sur cette donnée-là, en mélangeant du génie climatique et en mélangeant du biotope.
Et ça c'est un vrai sujet à pousser, parce qu'en fait, nous, en interne, on essaye de le faire au fur et à mesure, mais on n'a pas assez de temps. Et je pense que c'est pareil chez nos confrères. Alors ensuite, pour ce qui est du microclimat, notre logiciel, il intègre des fichiers météo. Alors cela, on peut les modifier, c'est-à-dire que le fichier météo, on va pouvoir bouger plus ou moins la courbe pour créer un scénario caniculaire, un scénario avec du vent, un scénario sans vent. Après, il a une capacité à être vrai qui est plus ou moins poussée. Ce qu'on peut faire aussi quand on a un site où on veut vraiment pousser le sujet, c'est faire un enregistrement de température pendant un an. Donc on met une balise météo, on récupère le fichier météo, on l'intègre dans le logiciel de calcul. Ça m'est arrivé une seule fois sur un projet en 15 ans. Sinon, on utilise un fichier météo décennal, qui est le fichier qui est fourni par l'éditeur du logiciel pour les consommations de chauffage, et un scénario caniculaire extrême. Donc là, il y a eu pas mal de travail sur les différents bureaux d'études confrères à nous là-dessus, et donc on a quelques scénarios caniculaires qui marchent assez bien. Le but, c'est de tester le bâtiment sur des extrêmes, c'est pas forcément de le tester sur le scénario précis du site, parce que les extrêmes vont être un peu pareils dans les différents endroits. La problématique, c'est est-ce qu'on cherche à faire de l'engagement de résultats, c'est-à-dire je veux garantir telle température dans le bâtiment, ou est-ce que je veux concevoir au mieux par rapport à ce que je pourrais avoir? Si on veut de l'engagement de résultats, il n'y a pas vraiment le choix, il faut le fichier local pour ajuster au mieux le dimensionnement et la conception. Alors cet été, on s'est amusé avec une architecte et une architecte ingénieur qui étaient en stage chez nous à faire des enregistrements de température pour voir l'effet de la végétation dans différents quartiers. Alors nous, on est sur Mulhouse, place de la Réunion à gauche, température d'ambiance, donc on a fait toutes les températures le même jour. On a 31 degrés sur la place, en ambiance. À l'ombre, une demi-heure après, on avait 27,4 degrés. Et au plein soleil, dans le même parc, c'est-à-dire que là on est dans un parc qui est au nouveau bassin, à l'ombre 27,4, au soleil 28,6. Donc le fait d'avoir de la végétation dans l'ambiance nous permet de gagner 2 à 3 degrés. Et le fait d'être à l'ombre augmente encore. Donc tout de suite, le bâtiment, il n'est plus dans le même contexte, parce que quand je suis dans 31 degrés ou quand je suis dans 28, ça fait 3 degrés et en fait c'est énorme. Ensuite, on a pris les mesures au niveau du sol et au niveau des surfaces. Et donc, on arrive avec des sols dans des zones minérales où on est à 44 degrés. Et dans la zone au milieu du parc, le même sol est à 41 degrés. Donc, on gagne de nouveau 3 degrés sur les sols. C'est-à-dire que pour faire des cheminements qui sont confortables dans le mode été, il faut penser à la protection de ces sols avec de l'ombre. Quand vous allez dans les endroits où il fait chaud, Espagne, Italie, systématiquement sur les places, vous avez des arbres et les gens sont sous les arbres. Ensuite, on a pris des photos sur des façades végétalisées. Alors, le quartier Norfeld, c'est un quartier qui n'est pas très végétalisé, c'est quand même relativement minéral. On a quand même réussi à mesurer des différences de 8 degrés entre les zones en enduit et les zones où il y a de la végétation, comme ici. Et ensuite, en centre-ville, il y a une maison où c'est vraiment couvert de vignes vierges et de bignonia. Et là, on a enregistré derrière les vignes vierges, en allant gratter la vigne, en prenant la température du mur, on est à 22,4 degrés. Et on est à 27 degrés sur la vigne et on est à 31 dans l'ambiance. Donc on arrive presque à gagner 10 degrés avec une façade en vigne vierge ou en lierre. Ensuite, on a mesuré des températures. Donc là, c'est de l'enregistrement sur une semaine. Sur nos bureaux. Alors, les bureaux, ils sont plein sud, sur trottoir, côté rue. Et côté arrière, ils sont sur un jardin orienté nord. Quand il fait 31 degrés, on le vit de manière différente des deux côtés. Et là, en fait, on s'aperçoit que la nuit, c'est assez normal, les températures sont assez équivalentes. Donc en bleu, vous avez le côté rue, et en rouge, vous avez le côté jardin. En plein été, on a mesuré plus de 60 degrés côté extérieur des fenêtres. Donc c'est des fenêtres en rez-de-chaussée, et on n'a pas possibilité de mettre de brise-soleil orientable parce qu'en fait, on est dans une zone de circulation piétonne avec des problématiques de vandalisme. Donc on a du vitrage à contrôle solaire, et en fait, on arrive à avoir des choses confortables, mais on ne pensait pas qu'on aurait des températures extrêmes comme celle-là. Et si on zoome sur l'évolution des températures, en fait, côté sud, clairement, c'est d'un seul coup, le soleil tape sur la façade, on monte à 55 degrés, et dès que le soleil s'arrête de taper sur la façade, on redescend. Alors la problématique, c'est comment on fait pousser de la végétation devant une façade qui monte à 60 degrés. Donc, il y a un moment où, pendant une heure, on risque de cramer les plantes. Donc il y a une vraie réflexion sur
l'ambiance générale, qui doit être plus feutrée en termes de température, donc la notion du parc qu'on avait tout à l'heure où il faisait 3 degrés de moins, plus la végétation proche de la façade. Mais s'il y a juste la végétation devant la façade, on risque de la cramer. Et là, on essaie de réfléchir beaucoup sur le sujet des grimpantes. Alors, pourquoi? Parce que ça pousse facilement, ça ne coûte pas d'argent, on n'a pas besoin d'endroits vraiment compliqués pour faire la plantation, on n'a pas besoin de faire une grosse fosse. Et surtout, ça nous permet de rajouter du feuillage caduc sur les façades, de faire de la pollinisation des fleurs, des fruits, donc biodiversité, créer de l'ombrage au sol si la végétation est un petit peu épaisse. C'est réversible parce que le jour où on décide de l'enlever, on tire dessus, on fait quelques coups de sécateur et c'est fini. Peu de place au sol, donc pas besoin de créer des grands espaces. Et on peut mélanger des choses qui sont durables et des choses annuelles. Et donc, la notion, c'est adaptabilité au changement climatique. On peut prendre des plantes grimpantes qui sont dans les zones du sud de la France. Dans quelques années, elles seront facilement adaptables ici. Et on n'a pas besoin de 10 ans ou 15 ans comme un arbre pour qu'elles puissent tenir. Alors, en termes de hauteur, on s'était posé la question pour les différents types de projets, jusqu'à quelle hauteur ça peut monter? Et un lierre, il monte jusqu'à 30 mètres, une vigne vierge à 20 mètres. Donc aujourd'hui, le nombre de projets qu'on a qui sont supérieurs à 30 mètres, il n'y en a pas forcément beaucoup. Donc on peut réussir à couvrir des grandes hauteurs avec une toute petite surface au sol. Ensuite, on a mis d'autres types, des clématites, passiflore, glycine, vigne, kiwi, akébi. Tout ça, c'est des choses plus petites. Et quand on les mélange, on arrive à avoir un feuillage qui s'échelonne dans le temps, de la floraison qui s'échelonne dans le temps et des choses un peu intéressantes. Et si on travaille sur de l'annuel, on est sur des choses qui sont moins hautes. Haricots, courges, concombres, tomates, on est sur 2-3 mètres. Donc on couvre le premier niveau. Le houblon, on monte à 10 mètres. Alors le houblon, on monte à 10 mètres en 3 semaines. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant pour nous parce que c'est une plante qui pousse hyper vite. Donc au mois d'avril, poum, c'est parti, ça monte. Et puis arrivé en septembre, on la descend, c'est fini, il n'y a plus rien sur la façade, on a juste les câbles. Donc sujet, je pense, à développer. Alors nous, ce travail en interne, il a débouché sur un gros tableau que je vous enverrai en PDF avec la présentation qu'on fait là, où on a relisté toutes ces plantes grimpantes avec les hauteurs qu'elles peuvent atteindre, le type de support, les distances entre plants, ombre, pas ombre, les périodes de floraison. Donc c'est un fichier assez facile à utiliser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas passer par le paysagisme, mais voilà, si vous n'avez pas le temps ou pas de possibilité, ce fichier est disponible. Après, un exemple, c'est que ça, c'est nos locaux, façade Est, et on a voulu planter une glycine. Alors au moment de la déclaration de travaux et puis des plans, on s'est dit on va la planter ici au milieu, donc il y a un jardin qui est là, on va la planter ici, et puis elle pourra grimper, puis on la fera aller à gauche et à droite. Et puis le chantier a fait que le terrain était très compliqué à planter parce qu'en fait c'était à l'époque, quand on achetait le bâtiment, c'était une dalle béton, puis du gravier, puis les pelleteuses sont passées dedans et à la fin en fait impossible de creuser un trou. Et on a eu la chance de trouver ici une fosse avec de la super terre. C'était à l'origine une fosse d'armoire électrique d'éclairage public. Ils ont enlevé l'armoire, on trouve de la terre, on s'est dit on plante la glycine ici. Sauf qu'en fait, la glycine, jamais on n'a réussi à la faire aller à droite, parce qu'en fait, elle ne va pas aller au nord, elle va simplement vouloir monter et aller au sud. Et là, c'est l'exemple de vitesse de pousse. Je suis parti 3 semaines en vacances cet été. Avant de partir, elle était juste à la hauteur, et au bout de 3 semaines, elle est revenue, elle faisait un étage de plus. Donc ça peut être très vite envahissant, on peut très vite gagner des étages, donc ça veut dire qu'il y a quand même de l'entretien, mais c'est un moyen d'aller assez rapidement sur de la protection solaire. Avec quelques points complexes sur le reste des sujets, c'est qu'en construction neuve, il y a souvent même en général, il y a une bande stérile de 3 mètres en périphérie de bâtiment, et qui dit stérile dit bien on ne peut pas planter dedans, donc ça veut dire qu'il faut revitaliser le chantier à grands frais. Il y a la notion de tassement des sols, je crois que c'est de l'ordre de 100 ans, pour détasser un sol qui a été tassé par un chantier. Donc, ou alors il faut passer par un système mécanique. Et surtout, les plantations arrivent en dernier dans un projet, donc elles n'ont pas poussé à l'ouverture du site, et forcément on a un problème derrière sur la protection solaire. En rénovation, c'est comment on trouve du sol vivant, parce que souvent les pieds de façade ne sont pas en très bon état, il y a eu des dalles qui ont été coulées, il y a eu plein de choses, donc il faut tout refaire démarrer. Comment on plante en limite. Et puis après, il y a la notion d'acceptabilité de la végétation, parce qu'en fait, en dehors de l'aspect je plante, ça pousse, ça protège, il y a comment vivent les utilisateurs ce sujet-là. Et en fait, moi, depuis 15 ans,
Je n'ai jamais réussi à faire passer un lierre ou une vigne vierge sur une façade. Soit l'architecte, soit le maître d'œuvre, personne n'en veut, tout simplement parce que ça fait des picots qui vont s'accrocher sur la façade, ma façade va être sale. Sauf que si on a un mur qui est en béton, il craint absolument rien, et au final, la façade sera protégée, et on ne touche pas à cette vigne, ou on n'enlève pas. Donc il y a vraiment on préfère se payer des câbles, et payer des fosses, et payer des choses compliquées, plutôt que de faire grimper une vigne vierge. Je trouve que c'est un peu illogique. On préfère dépenser de l'entretien pour de la clim, que de l'entretien pour de l'espace vert. C'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes personnes, et donc c'est pas le même sujet. Et un projet actuel sur lequel on a plein de petits terrains disséminés sur Mulhouse, où on doit faire des projets de rénovation, et le client nous a dit clairement, vous mettez de la végétation, ça doit pousser lentement, je dois y venir au maximum une fois par an, et je veux pas de gazon. Donc je veux pas de gazon, je veux pas de plantes, je veux pas de fruits, mais vraiment, je veux le minimum vital et quelque chose qui ne pousse pas. Donc, c'est un peu ambivalent avec la notion de on veut refaire de la forêt, on veut créer de l'espace vert dans les projets. Et ça, on l'entend quand même relativement souvent, donc je pense qu'il y a des mentalités à faire évoluer. Deux exemples juste après. Ça, c'est à Saint-Louis, que j'ai trouvé intéressant parce qu'en fait, avec une petite structure métallique et un fût qui fait 30 cm de diamètre, on arrive à faire pousser des plantes qui protègent les entrées de manière assez simple et assez esthétique. Un autre exemple à Mulhouse, le lierre était théoriquement grimpant, ils se sont juste trompés dans le choix du lierre et au lieu de prendre un lierre grimpant, ils ont pris un lierre rampant. Donc la structure n'a jamais été colonisée et ça c'est un peu dommage, quoi. Je laisse la place à Katharina. On a pris d'autres références de plantation. Là, effectivement, il y a une structure devant, métallique, devant les bâtiments, une glycine grimpante à Freiburg. Ça, c'est très facile. Ça, c'est l'exemple que tu as fait tout à l'heure. Ça tient tout seul. Il n'y a pas de guide du tout. Il y a une toute petite surface au sol. Quand on choisit, en fait, il y a plein de possibilités de choisir la protection devant les façades fortement vitrées, mais toute une question de bac, de taille de bac et d'arrosage. Et du coup, il faut prévoir ça. Il est toujours préférable de planter dans la pleine terre. Catherine va en parler, mais si on fait des choses comme ça, il faut prévoir eau et terre en quantité suffisante. Il y a par exemple le super mauvais exemple à Berlin, c'est ce qu'on voit là. Toute petite quantité de terre, en fait ça ne tient pas, ça ne marche pas, ça se voit tout de suite. Il y a des systèmes d'arrosage là, que j'ai vu à Amsterdam, on le voit le câble au milieu, là. Il y a tout un arrosage à prévoir et le même système qui a été utilisé pour les bureaux de la ville de Venlo aux Pays-Bas. En fait, ils utilisent, c'est des bacs sur toute la façade et il y a un arrosage automatique et ils utilisent l'eau de pluie et l'eau grise. C'est un bâtiment qui essaye vraiment de faire tout en circulaire. Il est assez intéressant comme bâtiment. Mais en fait, dans tout ce que vous faites, il faut toujours imaginer toutes ces installations, il faut les entretenir, il faut déjà les installer, c'est un coût carbone. Il faut que ça vaut la peine. Les parkings, ils se prêtent super bien pour la végétalisation parce que ça dérange peu de personnes avec les insectes. Alors, utilisez ces endroits-là pour mettre la végétation à fond. À Lyon, et ça, le 3 décembre, ils vont en parler, ils ont poussé à fond de végétaliser les cours. En fait, il y a toute une communication qu'il n'y a pas que dans l'espace public, la végétation, mais aussi dans l'espace privé. Et il y a plein de cours qui ont été végétalisés de suite, et ça donne vraiment de la fraîcheur là-bas. Ça, c'est des photos à quoi peut ressembler l'espace public, par contre, avec différents niveaux de plantation, et ça donne effectivement qu'on y va en plein été. Les deux, je les ai visités en plein été, rien à voir avec la même rue sans la végétation au niveau des températures. Et je passe la parole à Catherine.
Merci. Oui, alors moi, ce qui m'étonne quand même dans les belles photos qu'on a vues de façades végétalisées qui marchent bien, réussies, c'est qu'on est quand même toujours, je ne sais pas si c'est un hasard, mais c'est des photos prises à l'étranger. Et c'est vrai qu'on peine un peu chez nous à avoir des possibilités d'assurer le développement du végétal le long des façades. Pour exemple, voilà, un des derniers projets qu'on a eu sous les yeux, donc en tant qu'architecte conseil d'un quartier dont on avait imaginé la forme urbaine. Donc un projet qui présentait de très belles façades, de beaux pignons végétalisés. Et au moment du dépôt de PC, on nous présente le même projet, il n'y a plus de végétation, il n'y a plus de câbles d'ailleurs non plus. Et en fait, on nous a dit que voilà, la réglementation pompier faisait que comme on était sur une façade en mur à ossature bois, voilà, il était impossible d'appliquer une surface potentiellement inflammable, en l'occurrence une façade végétalisée considérée comme une façade inflammable, sur un mur à ossature bois. Et encore moins, impossibilité, donc ça c'était un avis technique, de perforer l'ITE, donc l'isolant extérieur, par des systèmes de fixation de ces câbles. Voilà. Donc effectivement, très bien, moi je pousse effectivement à avoir des systèmes simples, comme le proposait Jean-Baptiste, effectivement, un mur béton, mais ça veut dire une isolation par l'intérieur. Donc ça, après, je ne rentrerai pas dans les discussions des thermiciens, des énergéticiens. Voilà, je sais que c'est un vaste débat, mais effectivement, des choses simples qui font que le végétal prend racine dans la pleine terre, parce que là aussi, avoir des bacs suspendus, c'est bien beau. Mais dès qu'on est sur du logement, que ça entraîne des charges, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, les locataires qui déjà sont asphyxiés par le trop de charges à payer demandent à couper l'eau, ce qu'on a déjà vu aussi sur des projets, et les bacs dessèchent et puis il ne se passe plus rien. Voilà. Donc effectivement, misons sur des choses sûres et certaines, donc effectivement qui soient plutôt qui prennent pied et racines bien sûr dans le sol. Et donc, je vais développer un petit peu, parce que Jean-Baptiste a très bien, effectivement, insisté sur tout l'environnement du bâtiment, sur les effets de la végétalisation en façade, en toiture, et l'impact du jardin et du parc à l'échelle de la ville sur l'abaissement des températures. Et je vais un peu... enfin, voilà, on est dans un domaine, il faut l'avouer, qui est en pleine mutation, en pleine réflexion. Il y a énormément de savants qui se penchent sur la question, des climatologues, des botanistes. Donc, moi, je n'ai pas la science infuse, loin de là. Donc, en fait, j'ai compilé quelques éléments qui sont voilà, qui une base de réflexion que je vais vous présenter. Voilà. Donc, effectivement, j'ai souhaité dézoomer un peu et essayer de voir comment on pouvait, à l'échelle de la ville, imaginer en effet une ville qui permette à ses habitants de moins suffoquer, parce qu'effectivement 50-55 degrés dans 30 ans c'est demain, et je ne sais pas comment on va faire. Mais aussi, ce qui est important, c'est de faire en sorte que la végétation elle-même non plus ne suffoque. On a vu cet été, voilà, on est en 2020, bon nombre d'arbres qui ont perdu leurs feuilles de par la sécheresse. Donc, si les arbres suffoquent, nous, alors, voilà, on ne pourra pas bénéficier de tous leurs apports en termes d'évapotranspiration, en termes d'ombre. Donc, du coup, effectivement, ça va poser quelques problèmes. Donc l'enjeu majeur, c'est bien évidemment la renaturation des villes. Et je vais vous présenter quelques exemples qui voilà, sont un peu voilà, dans la mouvance, mais qui sont porteurs d'enseignement. Alors effectivement, on est en train d'imaginer le monde de demain, donc avec il nous faut une capacité de résilience très forte. Donc aujourd'hui, il faut tout remettre à plat, il faut changer de paradigme. Et essayer de trouver comment, à travers le vecteur donc, du végétal, de la nature de façon générale, et je préfère parler du vivant, parce que
Le végétal, c'est avant tout une matière vivante qui cohabite donc avec tout un tas de micro-organismes, avec la faune et tout ce qui s'ensuit. Et comment tout ça, en fait, nous permet effectivement d'essayer de passer le cap un peu plus facilement. Alors, j'ai mis quelques photos en fait qui montrent finalement comment la végétation elle-même se débrouille très bien toute seule, hein, et j'insisterai tout à l'heure sur ce sujet-là, sur la végétation autonome, et qu'elle n'a pas vraiment besoin de nous, bon, surtout sur les deux photos de droite, et qu'en fait, voilà, c'est un système complexe qu'il faut essayer de comprendre pour pouvoir l'apprivoiser. Le monde végétal est un système complexe qu'il faut bien connaître pour pouvoir l'apprivoiser et vivre avec. Et se reconnecter à cette nature, aujourd'hui, c'est voilà, une obligation. Donc, on a observé, justement, quand on laisse se développer le végétal, que finalement, la nature fait très bien les choses. Hein. Je crois que je vais le dire 2-3 fois ce soir. Hein, et qu'il nous faut éviter, en fait, de planter les choses les unes à côté des autres, et d'imaginer, en fait, des systèmes complexes, riches, diversifiés. Et on a observé qu'en fait, quand on était sur des systèmes complexes qui mixent à minima entre 15 à 20 espèces au minimum, en fait, on avait une capacité de résistance de cet espace planté beaucoup plus important que si on est voilà, sur 2-3 essences. Par exemple, là aussi, hein, on voit nombre de jardins, on a du gazon à perte de vue, on va mettre un fruitier chouette par rapport à la biodiversité, j'ai quelque chose qui est mellifère, tout va bien, et on va planter un bel arbuste décoratif qui fait des jolies fleurs. Et voilà, donc aujourd'hui, là aussi, il va falloir changer un petit peu de façon de faire. Mais effectivement, ce qui est important, c'est de voir comment cette capacité de résilience du végétal peut nous enseigner par rapport à notre capacité de résilience qu'on a apportée dans les projets urbains et à apporter également au projet de territoire, parce que l'enjeu, il est bien là. Sans pour autant, comme je l'ai noté, voilà, verdir à tout crin. Bon, ça, c'était un petit clin d'œil. Je vais passer parce que la soirée avance. Alors, effectivement, Jean-Baptiste l'a largement évoqué, c'est clair. C'est clairement établi. La végétation permet de passer plus facilement le cap et effectivement de rafraîchir l'air pour lutter contre ces îlots de chaleur urbains. Donc, l'arbre a 2 rôles, l'évaporation et l'ombre portée. On le développera tout à l'heure. Et effectivement, il y a plein d'études aujourd'hui qui existent, que vous trouvez sur le net, que vous trouvez dans toutes les revues, dans les bouquins. On parle effectivement d'écart de 3-4 degrés entre une surface minéralisée et une surface qui est à l'ombre ou qui est rafraîchie par l'émanation de la vapeur d'eau de l'arbre. Néanmoins, évidemment, ces cas de figure augmentent, enfin ces écarts augmentent, notamment quand on est à l'échelle du territoire. Et en fait, à l'échelle du territoire, interviennent d'autres facteurs, comme les cours d'eau, qu'il faut absolument associer au végétal. On ne peut pas penser le vert, entre guillemets, uniquement. La topographie, les dépressions, l'implantation des bâtiments, la géométrie des rues, les gabarits des rues, tout ça forme en fait une espèce de plastique qui va faire que les vents, les rafraîchissements vont s'organiser de manière différente. Et là, il y a un vrai travail à faire de modélisation, voilà, à une échelle plus élargie encore pour intégrer tous ces systèmes. Et donc, effectivement, on aborde aujourd'hui des notions comme les coulées vertes arborées, qui, en effet, sont ces fameux couloirs qu'on appelle des climatiseurs urbains. Voilà, alors, la leçon ce soir, c'est planter des arbres, encore et encore. Voilà. Paris a fait le CSTB a fait un test sur une modélisation sur Paris,
Et on voit donc les deux courbes de température. Évidemment, la courbe en vert foncé permet de réduire très très significativement donc les températures, donc sur la base d'une hypothèse de planter 30% de forêt dans Paris. Alors là, par contre, les planter à quel endroit, ça c'est une énigme. Je ne sais pas trop voilà, où trouver ces espaces aujourd'hui dans ces simulations qui ont été faites. Bon, c'est théorique, hein. Néanmoins, bon, Paris est quand même, notamment le long de la Seine, jalonné de nombreux parcs, places, espaces publics qui sont très arborés. Et on a des simulations thermiques qui sont faites et qui, donc celle-ci est assez intéressante parce qu'en fait, elle montre donc comment le soir à 20h, comment en fait les surfaces donc réverbèrent la chaleur. Et on voit que bien sûr, les surfaces engazonnées sont les premières à être plus fraîches, contrairement aux arbres qui sont en vert foncé et en vert clair, parce que les arbres ont encore capté la chaleur de la journée et n'ont pas terminé de l'éjecter, entre guillemets, pour faire court. Et bien évidemment, ce qui est rouge, orange flamboyant, c'est bien évidemment le bâti. Donc on voit quand même des écarts qui sont très gros, hein. Là, on est sur une base de 7 degrés entre voilà, une température prise sur un gazon à 20h le soir et sur des façades qui montent à 30 degrés. Voilà. Bon, après, si ces températures avaient été prises 2 heures après, on voit que les arbres deviennent de plus en plus frais. Donc, c'est vrai qu'ils ont un temps de réaction qui est plus long, mais c'est normal, hein, parce qu'ils sont à l'œuvre, entre guillemets. Voilà. Donc, effectivement, ce phénomène est très important, parce qu'on voit que, effectivement, c'est la restitution l'évacuation de la chaleur de l'arbre qui permet justement de créer des variations de température entre les zones très chaudes et ces zones fraîches. Et c'est ce contraste entre le frais et le chaud qui crée justement des mouvements d'air et qui génère ce qu'on appelle des bises thermiques urbaines. Là-dessus aussi, il y a des grosses études qui sont en train d'être faites parce que c'est un véritable atout qu'il faut arriver à simuler et dont il faut arriver à bénéficier et profiter pour pouvoir respirer mieux, surtout le soir dans nos villes. Alors des villes comme Toronto au Canada ont déjà, il y a une quinzaine d'années, développer ces stratégies de plantation à tout crin. Et en fait, voilà, je trouve que c'est des politiques effectivement forestières, urbaines, comme elles sont nommées, qui sont tout à fait intéressantes. Elles sont parties de l'hypothèse, effectivement, de planter 30% de la superficie de la ville en arbres. Alors que ce soit des arbres d'alignement, que ce soit des arbres sur des terrains en friche, dans les cours, bref. Là où il était possible de planter des arbres, on a planté des arbres. Avec, et je trouve ça un pari un peu fou, mais finalement, fixons-nous des objectifs ambitieux, c'est de se dire, voilà, les arbres qu'on va planter, effectivement, représentent une certaine emprise, et en densité d'arbres par rapport aux habitants, ça va représenter 4 arbres par habitant. C'est formidable de se dire que je bénéficie autour de moi de 4 arbres qui vont m'aider à mieux passer le cap. Voilà. Je trouve que dans les nouvelles politiques que sont en train de développer les nouveaux élus de nos grandes métropoles, je trouve que c'est des exemples qui sont tout à fait passionnants. Alors, ce qu'on fait aussi de plus en plus, on se demande pourquoi ça marche à certains endroits. Dans ces villes, finalement, voilà, qui sont bâties sur des structures anciennes. Pourquoi certaines rues sont fraîches, d'autres sont chaudes. Donc là aussi, il y a des grosses analyses qui sont en train d'être faites pour essayer de savoir pourquoi certaines ruelles de villes anciennes, qui effectivement, comme elles sont étroites,
font que les façades ne subissent pas d'échauffement pendant la journée. Une façade qui n'a pas été chauffée la journée ne restitue pas de chaleur le soir et fait que les gens qui vivent dans ce bâtiment aussi vont avoir une façade qui sera moins chaude. Voilà, donc il y a des phénomènes de ce type-là, mais pour autant, les rues étroites sont une des pistes, mais il faut qu'elles soient bien exposées, il faut qu'elles soient ventilées, parce que sinon on va avoir une stagnation de chaleur. Voilà. Donc, voilà, c'est des questions qui se posent aussi dans l'analyse des phénomènes. Et il y a un projet en fait qui a développé Philippe Ram, que c'est quelqu'un qui est quelqu'un que je pourrais vous conseiller également, qui est un architecte qui vient de sortir un ouvrage qui va sortir le 15 octobre, tout à fait passionnant. Et Philippe Ram, avec l'OMA à Milan, donc c'est l'illustration qui est ici, a imaginé donc un bout de territoire urbain, parce que là on va au-delà de l'échelle du quartier, où en fait il a installé, alors je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que les problématiques de densité ne se sont pas posées ici. Ce qui est quand même la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est d'assurer en fait un développement urbain qui permette de loger un maximum de gens et de plus en plus, vu l'augmentation d'habitants sur cette planète. Voilà. Donc je crois quand même en un siècle une augmentation de 2,5 milliards en 1950. Avec une prévision de 10 milliards en 2050. Donc voilà, le rapport est très, très important. Voilà, donc effectivement, il y a tout un travail sur l'eau, encore une fois. L'eau, la synergie eau-végétale, donc ça c'est des choses qui marchent très très bien dans les rafraîchissements. La libération des sols riches, des substrats pleins de microbiote, de tout ce qui fait en fait la vie d'un sol et qui permet en fait de générer cette atmosphère urbaine agréable, vivable. Alors on vous a beaucoup parlé d'évapotranspiration ce soir. Donc effectivement c'est un phénomène qui est très simple pour ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est ce qui nous permet en fait à la fois de rejeter du frais, finalement, que je parlais avant de climatiseur, c'est un peu c'est exactement ça. Voilà, vous avez un schéma qui le démontre. Je vais pas rentrer dans les détails, tout est écrit. Néanmoins, ce qui est important, c'est que pour qu'un arbre génère un maximum de vapeur d'eau et agisse au maximum à rafraîchir l'air, il faut que son feuillage soit conséquent, que son feuillage soit épais, que son feuillage ait une certaine inertie. Un feuillage d'un arbre avec des petites feuilles très fines va évidemment produire moins de vapeur d'eau. Et si en plus cet arbre, manque de bol, au mois de juin, il a perdu ses feuilles parce qu'il a subi un coup de chaud au mois de mai, c'est sûr que le bénéfice, il est de zéro. Donc là, aujourd'hui, dans notre travail, on est obligé de planter évidemment des arbres qui en 2050 ont des chances encore de pouvoir être là. Et donc on travaille de façon assez fine sur toute l'inadaptation de plein de sujets aujourd'hui qui déjà ont du mal à résister aujourd'hui par suite aux 3 derniers étés qu'on a vécu et qui n'ont aucune chance d'être encore présents en 2050. Donc aujourd'hui on plante des arbres évidemment de latitude plutôt méditerranéenne, voilà, des chênes d'Espagne, des micocouliers qui, par exemple, qui vont faire que dans 10 ans, 20 ans, ces arbres-là deviendront importants et pourront bénéficier à notre atmosphère urbaine. Et évidemment, ce qui est important, c'est ça, c'est la taille de la couronne. Donc plus un arbre ou un ensemble de plusieurs arbres fabrique une couronne importante, plus effectivement l'ombre portée sera importante, plus le feuillage, mais vous l'avez tous vécu, on adore aller sur ces places en Corse, dans le sud de la France,
sous les platanes ou les mycocouliers, justement, parce qu'on a une ombre épaisse sous les... voilà, il y a tout un tas sous les mûriers, voilà, également. Ce sont des arbres qui sont très adaptés à cela. Et l'efficacité, en fait, de captation du rayonnement solaire est énorme. On a une réduction de 20% du rayonnement, pardon, de 80% de part et d'autre, voilà, quand le rayonnement arrive et quand le rayonnement finit au niveau du sol, quand il arrive sur la couronne et quand il finit au niveau du sol, ce qui est, je dirais, ce qui est fantastique. Hein. Bon, je vais passer très vite. Il y a énormément d'études qui sont faites, des études qui montrent qu'une augmentation de population, voilà, on est sur un quartier à New York, hein, à Brooklyn en l'occurrence. Si Brooklyn en fait se densifiait pour passer de 17 500 habitants à 65 000 habitants, évidemment les choses se passeraient très mal. Mais si à côté de cela on accompagne avec des circulations d'eau, avec des plantations et des sols très riches, on pourrait rééquilibrer et retrouver en fait des effets d'îlots de chaleur réduits par rapport voilà, à une situation avec un nombre d'habitants extrêmement réduit. Voilà, mais c'est toute la question. Mais je trouve que cet exemple est quand même intéressant parce que ça répond un peu à ce que j'ai énoncé avant. C'est bien beau, il faut planter, mais il faut trouver effectivement les lieux où planter. Voilà, vous avez tous à l'esprit la nécessité du tiers espace, en fait, ce que Gilles Clément donc, a énoncé dans le tiers paysage. Et voilà, laissons faire la nature là où elle a envie de faire sa vie, parce qu'elle le fait très bien. Et voilà, arrêtons d'éradiquer toutes ces adventices, ces indésirables, voilà, je crois qu'il y a enfin, c'est même évident qu'il n'y a aucun végétal qui soit indésirable. Et je finirai en fait sur un dernier sujet qui est donc laissons faire la nature. À travers une expérience, donc je reviens en fait sur le sujet des rives du Bory qui a préoccupé en fait notre agence pendant un paquet d'années déjà. Sur une expérience qui a été menée, bon, aujourd'hui on appelle ça des forêts urbaines. À l'époque on appelait ça une renaturation. Donc en 2007, dans le cadre donc, de ce projet où il s'agissait, dont je vais vous montrer ici, voilà, où il s'agissait en fait par rapport à un territoire très agricole, mais voilà, tapissé de champs d'agriculture intensive. Et le deal a été de redonner en fait ce territoire à la nature. Donc cette renaturation, donc voilà, l'écart de photos de Google Maps, c'est voilà, il y a 10 ans et aujourd'hui la situation est celle-ci. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé avec le Conservatoire des sites alsaciens et pour opérer en fait un chantier. La terre arable, évidemment chargée de nitrates, impropre au développement de la végétation, là aussi, hein, quand on voit, il faut arrêter de déplacer les terres, il faut arrêter de ramener des choses qui viennent des champs cultivés. En général, il faut on parlait de 100 ans de décompactage d'une terre, pour qu'une terre en fait se nourrisse à nouveau, alors qu'elle a été totalement épuisée, il faut entre 30 à 50 ans, si on n'y apporte pas d'apport, bien sûr. Hein. Donc, on a enlevé donc, cette terre sur une hauteur de 50 à 80 cm pour retrouver le sol originel. Le sol originel, singulier de la vallée rhénane, composé de sable et de gravier, donc dans ce territoire hello-rhénan. Sur ce sol, donc, ont été plantées des branches de saule. Donc, en fait, on est dans l'esprit, excusez-moi, j'ai pas expliqué, de la dynamique naturelle qui a conditionné en fait la création de cette forêt.
on plante, on installe en fait des végétaux pionniers. Alors si on avait le temps, mais le problème de notre société, c'est qu'on n'a pas le temps. Si on avait le temps, on ferait rien. On laisserait ce sol et les choses se développeraient d'elles-mêmes. Alors on a quand même un tout petit peu donné un petit coup de pouce en mettant des branches de saule et de peuplier, mais juste des branches, hein, même pas sans racines, sans rien, qui ont été prélevées au bord de rivières, dans le secteur de Sélestat, dans le Ride. Et ces branches, en fait, ont été juste fichées dans le sol. Et ça s'est arrêté là. Zéro arrosage, zéro entretien pour venir faire ci ou ça, comme c'est toujours le cas quand on fait des plantations. Donc on voit 3 mois après, au mois de juillet, ben, forcément, on a les premières herbacées qui se sont développées. On voit, on devine les quelques branches de saule. Et 10 ans après, ben, c'est une forêt. Les gens du quartier l'appellent la jungle, tellement elle est dense, impénétrable, et qui culmine à 10-15 mètres de haut. Et on n'a rien fait, il ne s'est rien passé. Il y a juste eu une seule chose, et c'est très riche en enseignements. Il y a eu un suivi scientifique, écologique, qui a été fait donc, par le conservatoire des sites alsaciens, qui a dénombré en fait la richesse faunistique et floristique, et la diversité des espèces a été phénoménale. Voilà. Même en l'espace d'un an, on avait déjà 80 espèces de faune différentes, entre toutes sortes d'insectes et tout ce qui s'ensuit, et encore plus en termes de flore. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille vers ces systèmes-là. Parce que, mine de rien, le végétal, c'est s'adapter. Il n'a pas besoin de nous, c'est pas nous qui allons donner des leçons. Et alors, je ne dis pas, effectivement, il y a des secteurs, il faut planter des arbres déjà qui soient constitués, notamment quand on fait un alignement d'arbres. Mais arrêtons à tout crin de toujours, enfin à tour de bras, pardon, de toujours voilà, essayer de tout maîtriser et de tout installer, de mettre et la strate herbacée, la strate arbustive, la strate arborée, puis il y a ci à cet endroit-là, il y a ça. Voilà, laissons une part dans un jardin, toujours voilà, à la nature, une part de liberté, une part qui permette un ensauvagement. Cet ensauvagement sera infiniment beaucoup plus riche en qualité de biodiversité et sera beaucoup plus... Voilà, aura une pérennité beaucoup plus importante que tout le végétal qu'on essaiera, nous, de maîtriser et qu'il faudra arroser, entretenir. Et on a mis trop d'eau, ah ben non, on n'a pas mis assez d'eau. Et tout ça, c'est un coût. Et on sait que la ressource en eau va être de plus en plus limitée. Alors, on a beau stocker dans des cuves. Le problème, c'est quand on a besoin d'eau, ces cuves sont vides. Donc, c'est un cercle sans fin. Et voilà, donc retournons aux choses très simples. Les jardins de pluie, par exemple, sont un exemple tout à fait intéressant qu'a développé justement la ville de Lyon. Donc, je pense qu'ils vont nous en parler. Qui sont en fait, ils ont défini un plan. Donc, dans certains boulevards, au lieu de mettre des plantations d'arbres avec des pieds d'arbres et des voitures entrent, ils ont mis effectivement les voitures d'un côté, mais au milieu, ils ont installé des grandes bandes comme celle-ci, avec une dépression légère, mais pas un fossé, pas une noue. Cette dépression récupère toutes les eaux, développe une humidité au niveau du sol, et au passage, bah, c'est un endroit où on peut s'installer. Voilà, c'est pas un fossé technique, c'est pas une noue, voilà. Et je pense qu'il vaut mieux avoir des systèmes efficaces de ce type-là qui nécessitent une certaine échelle. Hein. Donc ça, c'est quand même une chose importante, c'est que pour que ça marche, il faut de la place. Mais voilà, il vaut mieux un dispositif efficace comme celui-là que des choses compliquées comme on a tendance à les faire actuellement.
Bon, ça, je vais passer les cap. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du rafraîchissement, mais il ne faut pas oublier quand même, et c'est quand même aujourd'hui notre survie en dépend également, c'est la captation de carbone. Hein, donc, le végétal, au-delà de nous rafraîchir, capte le carbone, et en cela, arrêtons les déforestations, bien évidemment. Et arrêtons aussi laissons le temps aux forêts de devenir, d'avoir un certain âge, parce qu'aujourd'hui on a une rotation de forêt qui est invraisemblable. Les arbres ne sont plus centenaires parce qu'on a besoin de bois, alors très bien pour la construction bois, mais la ressource, elle est épuisable. Donc voilà, vigilance par rapport à ça. Donc là, il faut trouver, évidemment, comme toujours, le juste milieu. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Voilà, je vais m'arrêter là. Ce qui est résumé ici, c'est plus pour ceux qui n'ont pas entendu la présentation. Et je pense que voilà, la conclusion se suffit elle-même, hein, effectivement, qu'aujourd'hui, il s'agit de reconfigurer les villes denses. Alors, il faut intervenir sur les villes existantes. Donc, il y a un vrai travail sur comment on répare la ville, voilà, la ville qui est là, pour pouvoir lui permettre d'être moins minérale, plus absorbante, avoir des sols riches, avoir une végétation qui apporte tout ce qu'on a dit ce soir. Et bien évidemment, imaginer des nouveaux quartiers sur des systèmes qui font climatologie. C'est vrai que c'est plutôt des sciences de scientifiques, finalement, dessinent la forme urbaine avec les urbanistes, avec les architectes, mais que voilà, tous ces gens-là concourent en fait au même objectif, qui est effectivement de lutter contre cette menace climatique. Je voulais dire quelque chose. Quand vous avez un terrain et il y a déjà de la végétation existante, avant couper un arbre et planter à nouveau, merci d'utiliser, de laisser l'arbre existant. Tout à fait. Peut-être juste vous poser une question peut-être un peu naïve. Le premier slide, vous aviez la place du château. Est-ce que Saint-Ger est associé à cette place? Alors, j'ai hésité à la mettre, cette photo. C'est incroyable. Et je me suis dit, ça y est, il va se passer, quelqu'un va sauter sur l'occasion. La place du château n'est pas là pour illustrer le sujet d'arborer, de développer un maximum de végétation en ville. Elle est juste là pour illustrer une des réalisations que nous avons réalisées. Mais cette place de château comporte 10 tilleuls qui sont placés sur les abords de la place et pour surtout libérer un espace libre pour dégager les vues vers le château de Rouen, les vues vers la cathédrale bien évidemment, et permettre les usages que vous connaissez. D'accord. Voilà. Donc je poursuis. On ne va pas parler de la place du château, non. On va de façon plus générale. Est-ce qu'au fond, ça veut dire que la place du château pourrait être un symptôme? On peut prendre la place de la gare, on peut quand même constater, parce qu'il n'y a aucun exemple de Strasbourg, c'est assez paradoxal. Bien sûr. Est-ce que ça voudrait dire, au fond, que nos édiles, peut-être pas la nouvelle équipe, sont sourds à toute votre démonstration, ce qui est quand même assez navrant? Ou comment vous expliquez, au fond, cette minéralisation quand même qui s'est fortement développée à Strasbourg et que votre travail sur le plan de la végétalisation n'est pas entendu? Comment vous expliquez ce paradoxe? Je pense qu'on est à une époque charnière. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, il faut changer de paradigme. Voilà, les espaces que vous citez ont été réalisés il y a 5, 10, 15, voire 20 ans. Donc, je ne sais plus, la place de la gare, ça devait être il y a une vingtaine d'années. La place du château, c'était une dizaine d'années. Voilà, c'est l'époque où on a un peu refait tous les espaces publics. Bon, donc je pense qu'aujourd'hui, ce réflexe, je pense qu'à l'époque, on apportait, mais je parle de façon générale, hein, je ne parle pas selon mon point de vue. Le végétal, c'était un décor urbain. Voilà. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette logique de décor, on est dans une logique de fonctionnement.
écosystémique. Et là, le regard a complètement changé. Donc, voilà, c'est ce qui a été réalisé. Demain ne se réalisera plus de la même manière. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, je pense que dans une ville, il faut spécialiser les lieux. Il ne faut pas mettre un peu d'arbres partout, mais un peu de... Voilà. Je pense qu'il faut mettre le paquet. Il y a des endroits où on peut végétaliser en masse. Mais il y a des endroits aussi où il faut des lieux de sociabilité. Il faut des lieux de spectacle. Il faut des lieux où les gens se rassemblent. Donc, à un moment donné, quand il y a des arbres, des troncs, le spectacle, il est compliqué à visualiser. Voilà, donc je pense qu'il faut spécialiser les espaces. Mais effectivement, ceux qui peuvent être végétalisés, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. C'est la politique de pot de fleurs. Je suis passionnée d'architecture. Je ne suis pas architecte, financière. Je fais un peu de politique. Et j'ai une fille qui est à l'école d'architecture, en 3e année. Et donc, effectivement, quid des pots de fleurs? Bon, ils ont mis des... Enfin, donc, notre nouvelle maire a installé tout ça et a mis des arbres. Vous connaissez, hein? Oui, bien sûr. Oui, bon, alors c'est magnifique. Oui, c'était formidable. Et en plus, il y a de la place pour le faire. Et je trouve que c'est très bienvenu, Place Kléber. Et je trouve que maintenant, vous parliez de se réunir. On se réunit sous les arbres à ce moment-là, peu importe s'il y a des troncs. En plus, il va falloir limiter la proximité ou les grands rassemblements. Donc, c'est plus vraiment un problème. Est-ce qu'on a d'ailleurs toujours vraiment... apprécier les grands rassemblements, je ne suis pas sûre, vu comment ça se termine parfois. Donc, il y a de la place pour mettre des arbres. Et la preuve en est, devant Place Kléber, bien sûr, mais devant le tribunal, devant la gare, bien sûr. Enfin bon, et partout, elle en a mis vraiment partout. Alors, est-ce que ça va donner quelque chose à terme, ces arbres? C'est ça ma question. Là, je ne vais pas me positionner. Je ne me permettrai pas d'aller très loin parce que je ne fais pas partie de la ville. Mais je pense que, de ce que j'en sais, la ville a démarré une démarche qui est excessivement passionnante. C'est de relever tous les espaces de végétation, même dans le domaine privé, qui sont cartographiés. Donc, ça a commencé par la ville de Lingolsheim. Et donc, ça se développe dans d'autres villes et le centre-ville également. Et donc, le fait que tous ces espaces soient cartographiés, c'est ça qui va donner du sens à la revégétalisation, à la préservation déjà, comme le disait Katharina, effectivement, de ce qui existe. Donc, voilà, de protéger ce tiers paysage, en fait, dont je parlais tout à l'heure, de le protéger, de ne pas uniquement protéger les arbres centenaires magnifiques du parc de l'Orangerie. Voilà, donc je pense que la démarche est en cours. Donc, voilà, les élus viennent d'arriver cet été. Je pense qu'ils ont voulu donner un signe, mais je pense que voilà, vous pourrez leur poser la question. Mais je pense que c'est toujours mieux que de ne rien faire. Donc voilà. Après, il faut des dispositifs différents dans la ville. Il faut de l'éphémère aussi. Ces arbres-là vont être plantés en pleine terre ailleurs. Donc, ce n'est pas des arbres qui sont perdus. Un arbre, ça met 100 ans pour être un arbre. Une municipalité est élue pour 6 ans. Il y a une petite incongruité entre les deux. Je vous rappelle qu'il y a une trentaine d'années, il y a eu un projet urbain à Strasbourg qui s'appelle la ZAC des Poteries, où on a commencé par construire un parc avant d'autoriser. Donc il y a toujours eu des bonnes initiatives, sauf qu'il y a des trous entre. Alors il faut éviter, contrairement à la terre où on a besoin de trous pour mettre de la végétation, il faut arrêter de faire des trous dans la réflexion collective. Mais, vous savez, aujourd'hui, ce qui pêche aussi au fait du déploiement de l'arbre dans la ville, c'est sa structure inhérente et notamment les réseaux. Les réseaux, je veux dire, moi depuis 20 ans, je me bats contre les plans d'ingénieurs avec des réseaux qui tapissent toutes les surfaces. On n'essaie pas de rationaliser, on n'essaie pas de les... Je veux dire, en Allemagne, par exemple, on a des caniveaux techniques, on y met tous les réseaux,
Et à côté, il y a largement de quoi planter. Aujourd'hui, à Strasbourg, il faut planter à 2 mètres d'un réseau, un arbre. Donc, je plante à 2 mètres, mais manque de bol, j'ai un autre réseau de l'autre côté. Il faut planter à 3 mètres des limites privatives par rapport au domaine public. Clairement, aujourd'hui, il y a des projets. Je suis complètement désespérée qu'on dessine et on ne peut plus mettre d'arbres. Trop de réseaux, trop de contraintes. Donc là, il n'y a pas que le fait de pouvoir planter un arbre ou pas, il y a de préparer, alors je parlais du sol, du substrat riche, mais il y a un autre sujet, c'est le sol technique. Et là, on a de gros changements à faire aussi en termes de fonctionnement. Bonjour Lucie Rode, moi j'avais 2 questions, peut-être un peu plus techniques, un peu moins au niveau des idées. Sur la première présentation, j'ai entendu qu'effectivement la végétalisation en façade, c'était pas un souci technique dès lors que le mur était en béton. Est-ce que ça veut dire que si le mur, on est dans l'ancien et non pas dans le neuf, et donc on est plus dans un bâtiment existant qui peut être en briques, qui peut être dans d'autres matériaux, là il y a des précautions à prendre, donc ça c'est la première question. Et la seconde, c'est par rapport à la conférence qu'il y avait eu la semaine dernière ici même, aussi sur le confort d'été, avec à un moment donné la question de la végétalisation en toiture qui avait été évoquée un peu rapidement, avec un intervenant qui avait plutôt émis des réserves sur le fait de végétaliser le bâti existant, parce que finalement il y a quand même des contraintes sur l'adéquation entre cette nouvelle technique et puis un bâti existant qui n'a pas forcément été conçu pour ça au départ, et qui, en termes de durabilité, après, pourrait se dégrader plus vite. Donc voilà, là-dessus, je ne sais pas si l'un des 2 intervenants peut avoir une question ou des éléments d'éclairage. Merci. Alors, pour ce qui est des façades, je n'ai pas forcément d'avis fixe. Il y a tout un tas de typologies de bâtiments, de matériaux de finition de façade, des bâtiments en briques qui sont enduits, des bâtiments en briques sur lesquels on a mis des isolations extérieures. Il y a énormément de choses. Globalement, là où on est en isolation intérieure sur des murs en béton, je ne vois pas vraiment de problématique à ne pas végétaliser, parce que le béton ne craint pas grand-chose, à part éventuellement au niveau des joints de dilatation. Par contre, quand on est sur du mur ancien, il y a, je pense, un vrai traitement de la fissuration et un traitement d'étanchéité avant de laisser pousser quelque chose sur la façade pour les 30 ou 40 prochaines années. Parce qu'un lierre ou une vigne vierge va quand même aller chercher la moindre fissure et rentrer dedans. Donc si on veut éviter les problèmes, il faut quand même une façade qui soit saine. Et après, pour ce qui est des projets sur lesquels on a déjà de l'isolation extérieure ou où on fait de l'isolation extérieure, là, je suis plutôt pour la structure déportée parce que je suis vraiment pas sûr que l'isolation extérieure supporte les tractions et les pressions que peuvent créer des végétations grimpantes. Je vois par exemple une vigne vierge, la vitesse à laquelle elle pousse et les pressions qu'elle crée sur des volets en bois où elle arrive à les tordre par moment. Voilà, je préfère ne pas le faire sur l'isolation extérieure. Ensuite, pour ce qui est des toitures végétalisées, il y a des notions de surcharge en toiture et tous les projets qu'on a pu traiter, alors on le traite beaucoup sur le sujet du photovoltaïque aussi, les charpentes aujourd'hui elles ne sont pas dimensionnées pour accepter des surcharges sur les bâtiments qui datent à partir des années 70 en gros. Donc si on a un complexe de toiture donné au début du chantier, il faut le respecter, sinon quand on le rénove et qu'on augmente ses charges, il faut le passer aux Eurocodes et ça passe plus. Donc, créer des surcharges en toiture sur du bâti existant, j'y crois pas trop. Donc, on est plutôt sur ce qu'on a déjà présenté dans d'autres présentations, sur des étanchéités de couleur claire, ou alors de refaire la charpente et la toiture autrement. Pour ce qui est des bâtis existants qui ont une toiture terrasse en béton avec une étanchéité avec du gravillonnage, il n'y a pas vraiment de problème à mettre de la végétation. La seule problématique sur la végétation en toiture, c'est que la toiture, on va dire, c'est sur les résidences de logement ou tous les projets qu'on peut voir aujourd'hui qui ont à peu près l'âge des bâtiments des années 70, c'est qu'en fait, l'entretien de toiture, c'est un des plus gros postes avec l'entretien de l'ascenseur, en termes de coût humain. Et en fait, ce coût, il est très, très mal assumé, et les toitures ne sont pas assez entretenues. Alors, si on laisse une toiture végétalisée se développer sans avoir les relevés d'étanchéité adaptés, le petit détail au niveau de la couvertine, et ainsi de suite, on risque d'avoir de la pathologie du bâtiment. Et une pathologie du bâtiment qui vient de la toiture, c'est un dégât des eaux et donc un vrai gros souci sur l'immeuble. Donc, végétalisation en toiture, oui, mais attention. Alors, on a de la chance d'avoir Rémi Claverie du CEREMA de Nancy qui est spécialiste des toitures végétalisées dans la salle.
Oui, merci Katharina. Donc je confirme un peu l'ensemble de vos propos sur les précautions d'usage à prendre lorsque l'on veut poser une toiture végétalisée. Il y a quand même une réglementation avec un DTU, le DTU 43, qui précise exactement qu'est-ce qu'on peut faire en gros sur les toitures. Je serai un petit peu plus optimiste que vous sur la pose de toitures végétalisées, en particulier extensives, puisque ce sont les toitures végétalisées dont le substrat, lui, a une épaisseur minimale de 3 cm, et donc la surcharge, elle, est tout de même minime. Elle existe, mais elle est minime. Et normalement, le DTU permet de poser ce genre de toiture végétalisée, en particulier, effectivement, depuis les années 70. Et moi, j'ai vu des toitures végétalisées posées sur des toitures en bois. Ça peut se faire, tout à fait. Hein. Il n'y a pas vraiment il y a une limite de poids hein, sur ces toitures végétalisées de faible épaisseur. On est environ pour du 3 cm à 30 kg le mètre carré. Donc c'est tout à fait faisable. On a une question par le chat de David Just. Alors, je pense que c'est plutôt pour Catherine, mais peut-être pour toi aussi, Jean-Baptiste. D'après l'expérience de Mme Linder, existe-t-il une bonne symbiose entre les impératifs ABF et la végétalisation? Il n'y a pas trop de freins. Je ne sais pas trop quoi répondre. Je ne sais pas, dans les préconisations ABF par rapport à des bâtiments remarquables, ou est-ce qu'on arrive à avoir... David, pourrais-tu prendre la parole par micro, s'il te plaît? Oui, bonjour tout le monde. En attendant, j'ai peut-être un élément partiel de réponse, c'est qu'on a un projet qui est sorti en appel d'offres dans le sud Alsace il n'y a pas très longtemps pour une mairie qui est suivie par les ABF et sur lesquels ils étaient contre la mise en place de brises soleil orientables, mais c'est clairement les ABF qui ont émis la possibilité de végétaliser en grimpant. Donc certains sont ouverts. Oui, non, pas oui, tous, bien pardon, sûr, oui. mais je pense que ça dépend aussi le cas, le bâtiment. Je pense qu'on ne peut pas généraliser ni pour la personne de l'ABF, ni pour l'endroit où on veut végétaliser. Non, et de toute façon, la ville ne consiste pas que des bâtiments protégés par les ABF, mais plein d'autres endroits où on peut tout à fait végétaliser sans limite. Bon, sur les ABF, en fait, la contrainte, bon, par exemple, sur la cour de la manufacture, on réaménage la cour et le bâtiment central, le lab, en fait, qui est fait de briques, on propose des grandes surfaces, des grands pans de façade végétalisée, pardon, plus de toiture végétalisée, mais de façade. Et en fait, l'impondérable des ABF, c'est et des MH, hein, parce que là, on a la double compétence, c'est qu'en fait, les points de fixation des câbles, en fait, des pitons qui tiennent les câbles, soient situés au niveau des joints, de manière à ce que le jour où on démonte la structure de végétalisation, on n'ait pas des trous dans le grès ou dans les briques. Voilà. C'est la seule contrainte des ABF, mais bon, sur Strasbourg, on fait ça à cours de la manufacture sans problème. Voilà. Et je pense qu'aussi, sur les façades végétalisées, il faudrait déjà recenser, et Dieu sait qu'il y en a, des pignons aveugles, des bouts de hangars, des bouts des grandes clôtures qui servent à rien. On a déjà tellement de surfaces qui pourraient être végétalisées de façon simple, parce que c'est vrai que les façades avec des fenêtres, il faut nettoyer les fenêtres, etc. Et puis ensuite il y a les insectes et tout ce qui s'ensuit. Enfin, on a droit à tout aussi. Voilà, je pense qu'il y a assez de murs basiques qui ne demanderaient que ça. Il y a une précision sur les bâtiments, des maisons à colombage. Mais je pense même là, les ABF, il faut voir si la vigne est permise à travers la rue, comme les couvertures, des choses comme ça. Ça se négocie, à mon avis, cas par cas, et on ne peut pas dire une généralité là-dessus. Ouais.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonsoir. Valentin, en dernière année de cycle génie civil et architecture à l'INSA. Ma question porte plus sur l'échelle du bâti, donc au niveau architectural. Quels sont les acteurs qui vous mobilisent, qui font appel à vous? Parce que bon, dans un processus de conception, même de construction, j'imagine que ça ne doit pas forcément être simple de réussir à proposer des solutions qui sont un petit peu nouvelles de végétalisation. Et donc, comment est-ce que derrière, vous arrivez à les valoriser et les faire et à les instaurer sur du bâti? Et sur même des grands groupes ou sur des grands projets, qu'est-ce qui, selon vous, va faire qu'un jour, ça va devenir la norme ou ça va devenir obligatoire? Est-ce que ça va être le cadre normatif ou est-ce que ça va être une volonté ou autre? Ou justement, la valorisation de votre travail d'un point de vue aussi rentabilité économique? J'ai un bout de réponse et je te repasserai le micro. Alors, ça va devenir la norme. Je dirais que Strasbourg, là, certes, ils ont mis des arbres dans des pots, mais réglementairement, les choses ont avancé très très vite cet été. Il y a une modification 3 du PLU qui est en cours, actuellement, c'est l'autorité environnementale qui se penche sur sa rédaction et qu'on commence en fait à intégrer dans les projets et qui, sur ce sujet-là, a des orientations qui sont très ambitieuses, en intégrant notamment un CBS, donc un coefficient de biotope par surface, qui nécessite en fait qui oblige, et c'est très bien, de tout prendre en compte en ce qui concerne l'espace libre de la parcelle, donc que ce soit les arbres existants, les haies, les emprises de sol et tout ce qui s'ensuit. Et également, on quantifie tout, on quantifie au niveau du bâtiment les surfaces végétalisées, les surfaces de façade végétalisées, et tout ça rentre en fait dans un calcul de pourcentage de CBS. Voilà, les taux aujourd'hui sont de l'ordre de 35 à 45 selon les secteurs du PLU. Mais là, on a testé des projets qui sont à des taux de 75%, ce qui est beaucoup. Mais donc, du coup, de fait, voilà, on a des projets où les promoteurs ont ces grilles, disent, bon, bah voilà, j'ai pas le choix. Donc, allez, où est-ce que je vais pouvoir mettre de la surface végétalisée et ils en mettent. Où est-ce que je vais pouvoir faire une toiture végétalisée ils s'en chargent. Donc, voilà, la règle est déjà là, sur l'Eurométropole en tout cas. Enfin, elle va être applicable à partir du début d'année. Donc, tout ça va faire que la mayonnaise va prendre. Pour compléter, je pense qu'il y a deux cibles de maîtres d'ouvrage. Il y a la cible de tous les acteurs de la promotion immobilière, que ce soit du logement ou de l'immeuble de bureau ou de l'immeuble mixte, où là, c'est la course à la surface. C'est-à-dire il faut mettre des voitures, il faut mettre des surfaces construites, il faut mettre des locaux à vélo, il faut mettre des bouts de voirie pour accéder à tous ces locaux. Et on essaye de noyer au milieu de la végétalisation, sauf que tous les éléments que j'ai énoncés, sauf la végétalisation, se vendent dans le prix du mètre carré. Et donc, aujourd'hui, plus il y a de mètres carrés à vendre, plus le promoteur sera content. Donc, si on n'a pas un PLU ou une norme qui l'oblige à mettre de la surface végétalisée, il n'y en aura pas. A contrario, quand on part sur des projets en bâtiment public, ils sont quand même souvent beaucoup plus ouverts à avoir de la surface végétalisée parce qu'ils ne sont pas contraints à construire plus de mètres carrés qu'il n'en faut. Et après, on le voit de toute façon sur, globalement, les gros maîtres d'ouvrage publics ou les grosses agglomérations, Strasbourg, Mulhouse, Saint-Louis, Dijon, ont des PLU qui sont quand même super ambitieux en termes de surface végétalisée. C'est même parfois difficile d'arriver au ratio. Parce que quand on veut mettre le parking, le bâtiment et toutes les annexes qu'on doit mettre, on ne sait plus trop où végétaliser. Quand on rajoute à ça la loi énergie-climat qui impose pour tout bâtiment de plus de 1000 m² d'avoir au minimum 30% végétalisé en termes de toiture ou en photovoltaïque, en fait, quand on cumule tout ça, des fois, on n'arrive pas à tout faire. Donc, on arrive plutôt à la complexité on nous demande d'en mettre trop par rapport à ce qui est réalisable. Et à côté de ça, on a plein de petites villes où on est encore sur des choses, il n'y a pas de plan local d'urbanisme, mais où on peut remplir les terrains comme des barriques, et on ne sait pas faire de végétalisation. J'ai un projet en ce moment en promotion immobilière, sur un terrain, je crois qu'on est à peu près à 3% de végétalisation, on ne peut pas mettre plus. Entre les parkings, la voirie, le bâtiment, on ne sait pas faire plus.
Une question. Les services publics à l'arrivée sont contraints par les coûts d'entretien et rejettent souvent les aménagements paysagers. Oui, non, mais ça c'est évident, hein. Aujourd'hui, beaucoup d'aménagements comme ça, on nous rétorque, mais on n'a personne pour l'entretenir, il va falloir recruter, etc. Ça a un coût. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi je suis très convaincue par le fait qu'il faille effectivement entendre ces contraintes financières, hein. On sait qu'aujourd'hui, voilà, les contraintes vont être de plus en plus fortes, les coûts de fonctionnement d'une agglomération vont être de plus en plus importants. Il faut investir dans la rénovation énergétique, dans la rénovation thermique. Il y a plein de sujets. Donc, laissons peut-être du coup la nature, trouvons-lui de la place quand même, ça c'est la base, mais après, laissons-la faire. Donc, je suis vraiment pour le développement d'une végétation autonome qui se développe spontanée, qui se développe par elle-même et pour elle-même. Et on a un îlot comme ça qu'on va aussi développer en plein. Alors on dit oui, c'est bien en périurbain. Non, on a un îlot comme ça qu'on va essayer qu'on va développer dans la cour de la manufacture. Voilà, de se dire voilà, on va arrêter d'embêter les services d'espaces verts. On mettra juste le temps du développement une petite clôture et après on fera sa vie. Et il y a un complément. L'entretien créera des emplois locaux. Oui, non, mais bien sûr, non, mais il y aura toujours de quoi entretenir. C'est pas un souci. Il y aura et autant aussi, et puis il y aura toujours de quoi également, voilà, faire de l'intégration au niveau des emplois sociaux, etc. Très bien, très bien. Mais effectivement, il y a à un moment donné, c'est une question d'échelle, quoi. Je pense il n'y a pas de solution miracle. Il faut une diversité de typologie d'espaces verts. J'aime pas le terme espace vert, mais bon, au moins on comprend. Voilà, il faut des choses. À un moment donné, il y a des choses à magnifier devant un bâtiment remarquable. Il faut des grands boulingrin pour que les enfants puissent courir. Il faut des herbes folles. Il faut de tout. Voilà. Et c'est cette diversité-là qu'il faut introduire dans les villes. Une remarque, dans les pays émergents où ça pousse plus librement, la végétation, ça marche mieux. La végétation spontanée marche très bien, oui, je confirme. Oui. On est bien d'accord, on est tous d'accord là-dessus. Et en dehors de ça, la végétation, quand c'est bien fait, ça crée justement la fraîcheur et c'est moins de climatisation et c'est moins cher. Voilà, d'où l'intérêt de la thématique. Bonjour, Julien Bouillet, chercheur en climatologie urbaine au CEREMA. C'était juste pour revenir sur les histoires de coûts et les problèmes de collectivité. Il faut raisonner aussi en termes de coût global et pas sur un coût de projet, parce que la ville artificielle, elle coûte cher. Une ville artificielle, c'est une ville avec des réseaux à entretenir. Ça coûte peut-être plus cher que de désartificialiser un filtre à la parcelle, par exemple. Il faut raisonner global pour ça, coût de la santé, coût de maintien des infrastructures, etc. Il faut regarder un ratio entre une ville un petit peu plus naturelle et une ville un peu plus artificielle, et je ne pense pas qu'on y perd si on raisonne comme ça. Oui, Albert Dubler, je suis architecte. Concernant les pays émergents, je voudrais citer ici une initiative qui a été lancée il y a une dizaine d'années, qui s'appelle la ceinture verte en Afrique, qui malheureusement ne marche pas. L'idée, c'était de faire une ceinture verte dans la zone subsahélienne pour justement remédier aux questions climatiques. Cette ceinture va de Djibouti au Sénégal. Elle traverse toute l'Afrique à peu près, je ne dis pas horizontalement, mais sur le même méridien, le même parallèle. Et ça ne marche pas pour une simple raison, c'est que l'argent ne peut pas aller au Soudan parce que les États-Unis ont mis l'embargo sur le Soudan après le 2 septembre 2001. Et c'est un truc mais absolument infernal. Par exemple, l'ambassade de France à Khartoum,
ne sait pas comment faire pour qu'on puisse faire... Alors, dans une ceinture, s'il y a un trou, c'est foutu, ça ne marche plus. Et donc là, il faut espérer que les prochaines élections, je fais de la politique, excusez-moi, les prochaines élections aux États-Unis vont permettre de remédier à cela. Laurent Garzinski, architecte. Donc j'ai une question sur tous les sols de voirie. On a soit de l'enrobé, on a de plus en plus aussi de béton désactivé, parfois du pavé un peu plus perméable. Est-ce que d'autres techniques en fait émergent pour couvrir ces surfaces qui sont, on va dire, très importantes globalement, pour permettre de la micro-végétalisation, comme on en voit, hein, dès que les choses sont un peu fissurées, on voit un tas de petites choses s'installer. Est-ce que là, il n'y a pas des leviers à explorer? Je pense à deux sujets là-dessus. C'est l'étude des plans pour voir où sont les zones de circulation et limiter les zones d'étanchéité ou travailler sur des circulations non étanches. Mais après, c'est toujours la problématique de la stabilité du complexe et de quelles solutions techniques on utilise. Donc, il y a pas mal de solutions en pavé engazonné, en résille et autres. Moi, j'avais surtout vu une étude, alors qui était en parallèle sur une étude faite sur le développement des cycles sur certaines agglomérations, cycles et voiries douces, et en parallèle de ça, comment intégrer des parcs et des vergers urbains. Et ils faisaient une étude toute bête, c'était en période hivernale, quand il y a la neige qui tombe, à midi, on fait une photo de l'espace urbain, parce qu'en fait, les gens passent là où c'est nécessaire, et là où il reste de la neige, c'est que personne n'est passé. Et en fait, ça délimitait dans des parcs et des quartiers, clairement, les zones où on pouvait végétaliser et ne pas mettre, dans le cadre du projet de renouvellement, d'étanchéité et travailler sur du végétal et autres solutions. Donc, c'était juste une méthode visuelle et pratico-pratique pour étanchéifier le moins possible, pour végétaliser le maximum possible. Oui, effectivement, les choses sont en train d'évoluer. Encore il y a quelques temps, on ne pouvait pas mettre un parking en gazon terre-pierre ou en pavé drainant ou en pavé gazon parce que l'eau chargée de polluants allait polluer le sous-sol. Donc il fallait des surfaces étanches, ramener l'eau, l'épurer et l'emmener au réseau. Donc aujourd'hui, on a le droit d'imperméabiliser les eaux de voirie. Et donc effectivement, le fait de ne plus faire de parking en enrobé, ça vient de plus en plus, ça devient de plus en plus, je dirais même la norme. Les chemins aussi, qui étaient en béton désactivé ou en enrobé grenaillé ou en béton balayé, on n'en fait plus parce que voilà, c'est sûr que ce sont des couvercles étanches. Et donc là aussi, on a les services gestionnaires qui acceptent de plus en plus la possibilité voilà, qu'il y ait des pavés avec des adventices qui se développent entre les joints, qu'il y ait des stabilisés où les bords des chemins se font grignoter par le gazon. Aujourd'hui, ça les dérange moins en termes d'entretien que précédemment, parce qu'aujourd'hui, il y a une acceptation des herbes folles dans la ville qu'il n'y avait pas encore il y a 5 ans, parce que les gens payaient des taxes, et donc s'ils payent des taxes, il faut que ça soit nickel, et puis on est en Alsace, il faut que tout soit au carré. Voilà. Et ça on est quand même en train de bien évoluer sur ce sujet-là. Il y a une question dans la salle, comment on peut végétaliser les bâtiments de grande hauteur? Par exemple, l'esplanade. Il y a l'espoir pour l'esplanade? On a fait un projet de végétalisation de façade de grande hauteur dans le quartier donc à côté du Parlement européen. Et donc, en l'occurrence, c'est le siège Adidas et le siège du Crédit Mutuel. Mais là, bon, c'est des systèmes qu'on a réalisés, mais c'est forcément des systèmes artificiels. Donc de bacs à des hauteurs successives, hein, tous les 2, 3, 4, 5 étages. Donc ça dépend de la croissance des plantes qu'on a choisies. Mais on peut guère faire autrement. Je veux dire, Jean-Baptiste le citait, avant ce qui part du bas et qui monte à 50 mètres, aujourd'hui ça n'existe pas sur Terre. Le bâtiment à Milan, la forêt, tu veux en parler du bâtiment à Lyon pardon, à Milan? Un autre, attends, je termine juste, ils sont à la deuxième
générations de végétation qu'ils ont plantées parce qu'ils ont eu beaucoup de soucis au début et il fallait déjà trouver les bonnes plantes, les bonnes essences pour soutenir la hauteur, pour supporter la hauteur. Alors, je suis un peu vieux, donc je peux parler de choses un peu plus anciennes. Au siècle dernier, il y avait un architecte malaisien qui s'appelait Kenneth Young, qui a construit un immeuble à Francfort, qui fait, je crois, 150 mètres de haut, où il y a de la végétation, mais il y a des jardins suspendus, mais pas sur un demi-étage, sur une dizaine d'étages, donc il y a des arbres qui font 25 ou 15 ou 20 mètres de haut. Mais la façade est fermée ou c'est derrière, c'est ouvert? Ouais. Okay. Mais tout ça, ça marche sur des bâtiments, à Francfort, siège des banques. Je vous parlais du siège Crédit Mutuel et compagnie. En fait, ça nécessite un entretien très lourd. Pour le logement, on a essayé, ça marche pas. Alors, le logement, il faut intervenir par nacelle, par l'extérieur, pour entretenir les bacs, ou alors il faut intervenir par l'intérieur du logement. Alors, allez trouver une façon de rentrer chez les gens pour entretenir les plantes qui participent à la façade collective, et vous n'empêcherez pas les gens d'arracher les plantes qui participent à la façade et d'y mettre du basilic et des tomates cerises. Donc, en logement, ça marche très, très difficilement. Il faut un cahier des charges de copro de folie. Alors, peut-être dans des bâtiments de logement haut de gamme, mais on n'y arrive pas. Enfin, pour l'instant, nous, on n'a pas trouvé la solution. Le bois vertical à 2000 ans, je pense que c'est particulier parce que les gens, ils sont y allés pour ça, en fait. Je pense c'est vraiment ça. Dans la rénovation, c'est pas évident de trouver ce consensus, en fait. J'ai une dernière question terriblement pratico-pratique. Vous avez parlé de problèmes de chantier, de sol, qu'est-ce qu'on peut faire alors? C'est quoi le cahier de charge à mettre en route? Alors, moi, j'ai pas le cahier des charges, tout simplement parce qu'en fait, c'est plus un constat qu'on a sur tous les chantiers et une réflexion qu'on a en ce moment, parce qu'on fait de plus en plus de chantiers au réno énergétique. On n'a pas le chantier lourd du VRD et des préparations de terrain extérieur, mais on fait plutôt de la réno, donc isolation, fenêtres, rénovation de toiture, ventilation double flux. Mais systématiquement, on va quand même mettre un échafaudage et avoir un sol qui est à la fin du chantier dans un état catastrophique, et qui a été tassé parce qu'il y a eu des palettes avec des matériaux. Et à chaque fois, la remise en état de ce sol est compliquée. Et on fait beaucoup de projets en logement. Donc, en projet en logement, la réponse, c'est vous ne mettrez pas plus cher qu'un semis de gazon, ce qui est toujours un peu décevant. Et on essaye de proposer des choses. On a essayé de proposer des vergers, des choses comme ça. Mais alors, en fait, très vite, on se heurte à oui, mais si vous mettez un verger, il va y avoir des guêpes. Alors, pourquoi il y a des guêpes? Parce que tout simplement, s'il y a des fruits, on les ramasse, on les mange. Et j'ai l'exemple encore le week-end dernier, je suis allé chez un ami qui est dans une petite résidence, il y a des pieds de quetch devant l'immeuble, toutes les quetches sont par terre. Et je lui ai posé la question de pourquoi les quetches sont par terre, il m'a dit parce que c'est pas les miennes. En fait, aujourd'hui les gens sont prêts à voler n'importe quoi et passer par-dessus un grillage, mais quand c'est en libre service, ils n'osent pas encore. Et voilà, il y a un problème de mentalité qui est à trouver là-dessus. Et de communication en fait. Un vrai sujet de mentalité. Par contre, sur les gros chantiers neufs et sur la création de bandes stériles, de zones de stockage où on va choler les sols pour les stabiliser, je pense que là, il y a le vrai boulot du paysagiste botaniste et qui travaille sur les sols pour préparer des fosses pour planter les arbres, pour arracher tout ce qui a été cholé. Mais je suis pas sûr que dans les budgets, ce soit prévu aujourd'hui. Enfin, moi, dans 90% des projets où je bosse aujourd'hui, il n'y a pas de paysagiste. Et il n'y a pas ce projet-là et cette réflexion-là. Ok, merci beaucoup à tout le monde.